Bonjour à tous, je m'appelle Jean Foyer, j'ai 39 ans et effectivement je suis un ancien croupier maintenant dans les cercles de jeux parisiens, notamment l'Aviation Club de France. Et ce que j'y ai vécu là-bas est absolument extraordinaire. Toutes mes journées et surtout mes nuits, je travaillais surtout de nuit. Ce sont des choses, pour vous en parler, on va commencer, je vais vous raconter un événement essentiel qui avait tourné une nuit, il y a de ça à peu près 7 ans. On avait deux très bons joueurs qui se cherchaient en permanence, qui commençaient à se provoquer, à savoir qui était le meilleur. Et ils ont décidé un jour, enfin une nuit, de s'affronter. De s'affronter, c'est-à-dire, cette fois-ci, de faire ce qu'on appelle un face-à-face. D'habitude, le poker, qu'est-ce que c'est? C'est un croupier dans un cercle de jeu, avec 9 joueurs tout autour de lui. Et bon, on aura en moyenne 2 gagnants, 7 perdants, 6 perdants et un dernier qui va rester à peu près, qui n'aura rien gagné ni perdu. Mais là, ils font un face-à-face. Ils vont s'asseoir avec chacun 50 000 euros devant eux, et ça va jouer gros, et ça va jouer toute la nuit. Et la partie avance, on voit bien que l'un des deux joueurs commence un petit peu à froncer des sourcils au fur et à mesure que la partie continue. Et à 10 h du matin, je vais m'asseoir à la table pour distribuer et faire cette table. Et là, l'un des deux joueurs fait 150 000 euros et tapis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fur et à mesure, quand vous allez jouer au poker, vous misez 50 000 euros, vous les perdez, vous allez remettre 50 000 euros, vous les reperdez. Donc qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Vous allez remettre 100 000 euros pour essayer de les regagner, vous les perdez quand même, et puis là, vous videz vos poches, vous mettez tout ce que vous avez. Là, il avait 150 000 euros, il fait tapis, il est payé, il pense être le meilleur, il a perdu. Il se prend une quinte dans les dents, malgré ça, il avait une formidable poker face. Alors la poker face, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une expression, c'est pas une expression justement, c'est la façon dont vous allez mettre votre visage pour faire transparaître le moins d'expression, le moins de sentiments possible. Vous savez pas si votre adversaire, quand c'est bien fait, ne saura pas si vous avez peur, si vous êtes content de votre main. Vous allez essayer d'être absolument, enfin le plus transparent possible. Il perd, il encaisse le coup, il voit ses jetons partir, et puis là, il se lève de sa table, il se rend compte qu'il a perdu, pendant ces 8 heures, pour un petit problème d'orgueil au départ, 500 000 euros. 500 000 euros, et on va voir qu'il va être crispé, on va voir sa poker face, avec des petits mouvements, un peu des 2-3 tics nerveux, et on va le voir pendant l'heure qui va suivre, dans le cercle de jeu, marcher, déambuler, un peu comme un zombie, comme ça, en train de se parler par moments à lui-même. Ça arrive souvent dans les cercles de jeu, les gens qui se lèvent, qui se parlent à eux-mêmes, on a l'impression qu'ils sont fous, pas du tout, ils encaissent les coups. Parce que quand vous perdez, bon, pour certains, ce sera 3 mois de salaire, pour certains, dans ce cas-là, ce sera un petit appartement parisien, il faut quand même l'encaisser. Et derrière, c'est pas rare de voir un joueur qu'on ne verra pas pendant 3 jours, parce qu'il va se coucher dans le noir, et il n'aura plus la force de se lever. Ce sera un petit nervous breakdown qu'il devra gérer. Alors, je me posais une question un petit peu sur le sujet, s'affranchir des règles du jeu ou de la triche. Pour ma part, j'estime qu'un croupier n'est pas forcément la personne la plus compétente de parler de la triche. Je m'explique. Un croupier, sa mission à lui, ça va être d'empêcher la triche, sous toutes ses formes, quoi qu'il se passe. Et à moi, quand on me demande de parler de la triche, c'est un petit peu comme si on demandait à, je sais pas, un pilote de ligne de parler de son dernier crash avec 200 personnes dans l'avion. Enfin, c'est un peu bizarre. Mais je vais quand même vous dire ce que je sais de la triche au poker. C'est mon domaine de compétence. Alors bon, il y a 3 grandes familles de triche au poker. La toute première, c'est très simple, c'est avec les cartes. Vous avez tous certainement cette image d'une partie de poker au Far West, avec des cartes qui se cachent dans les manches, sous la table, et puis on annonce des carrés droits, des carrés d'as, enfin ça va dans tous les sens. C'est très compliqué dans un casino, dans un cercle de jeu, qu'il y ait de la triche comme ça. Pourquoi? Parce que c'est le croupier qui garde en permanence et qui va compter les cartes, qui va surveiller où sont les cartes, et il va garder en permanence son paquet de cartes dans la main, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est la première mission, c'est ce qu'on nous apprend en premier, c'est de jamais lâcher son paquet de cartes, quoi qu'il arrive. Ça va tellement loin, cette notion. Alors, il y aura du vécu, mais je n'ai pas vécu toutes ces situations. Ça va tellement loin
que quand vous avez par exemple un incendie qui se déclare dans le cercle, ça peut arriver, vous ne devez pas lâcher vos cartes. Et normalement, vous devez rester assis. Même si les flammes se rapprochent et que tout le monde se sauve, vous êtes là avec votre paquet de cartes. Si vous avez un hold-up, 2-3 personnes qui rentrent avec de très très belles cagoules, un fusil à pompe à la main, et qui disent à tout le monde main en l'air, le croupier il va faire la même chose, il va lever ses mains avec le paquet de cartes. Tout pareil. Et un dernier exemple, si vous avez même quelqu'un qui va faire une crise cardiaque, une rupture d'anévrisme, qui s'effondre, vous ne lâcherez toujours pas votre paquet de cartes. Toujours pas, vous allez le garder. Et même si vous avez des compétences de premier soin, au pire du pire, vous pourrez lui faire du bouche à bouche, mais votre paquet de cartes à la main. Et vous avez même une règle à Las Vegas, ça ne s'est pas encore produit en France, d'après ce que je sais. À Las Vegas, cette règle, c'est quand vous avez un joueur qui meurt pendant une partie de poker alors qu'il avait des cartes en main, donc il était sur un coup, il est considéré à tapis. À tapis, on l'a vu, c'est-à-dire que ah tiens, il est mort, on va pousser tous ses jetons dans la partie. Et là, vous avez deux possibilités. Soit il y avait des joueurs un peu gentleman. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ouh là là, il faut s'occuper. Ils vont jeter leurs cartes et puis le coup est fini. On va remettre les jetons à la personne qui vient de mourir. Bon, et ce sera pour ces enfants. Soit il y a des gens, des joueurs, ça arrive aussi, qui vont estimer qu'il y a un coup à jouer, un très beau tapis à prendre. Ils vont considérer que c'est une opportunité. Et là, il y a un vrai dilemme qui va se produire. Parce que les joueurs qui vont se dire il y a 40 000 $, oh là là, mais quelle tête il avait, Gilbert, avant de mourir? Pourquoi il pense à ça? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu un cadavre de près, mais la poker face d'un cadavre, on est sur du très haut niveau. Hein. Là, c'est... voilà. Donc on va réfléchir, là là, attends, qu'est-ce que c'était sa dernière mimique avant de clamser? Ouais, bon, ok. Donc ça, c'est les cartes. La deuxième chose, c'est les jetons. Alors les jetons, c'est beaucoup plus basique. Essayez de tricher avec les jetons, c'est du vol. Vous allez essayer de voler soit le casino, un croupier distrait, soit un joueur à droite à gauche. J'ai une anecdote à ce propos. On avait un habitué, un jeune notaire, quelqu'un de, a priori, très intègre, hein, très à cheval sur les règles, et il surveillait absolument tous les mouvements de chacun. Alors il venait très régulièrement, il a commencé à perdre pas mal, puis beaucoup, puis énormément. Et puis au bout de 4 ans, un très mauvais après-midi, il avait perdu beaucoup d'argent. Il était sur des parties très chères. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une stratégie qui peut se passer en nuit, peut se passer aussi sur plusieurs années. Au départ, vous perdez un peu, vous allez miser de plus en plus pour essayer de récupérer cet argent. C'est une sorte de fuite en avant. Mais bon, évidemment, c'est un cercle vicieux. Et donc cet après-midi-là, ça correspondait à la catastrophe de Fukushima. Dans les cercles de poker, il n'est pas rare que vous ayez des grands écrans de télé qui sont répartis un peu dans la salle. Et on avait un reportage assez effrayant sur BFM, je m'en souviens. D'ailleurs, Fukushima, j'ai appris aujourd'hui que c'était les 6 ans. C'est un très triste anniversaire. Enfin bon, bref, ça s'était passé ce jour-là. Et là, toutes les personnes, évidemment, ont eu les yeux rivés sur ces images de catastrophe. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a profité. Il a profité de la catastrophe de Fukushima. Ça l'a dépassé. Il a fallu qu'il triche. Il a eu un geste très rapide. Et il a saisi un jeton de 1000, parce qu'il jouait déjà sur une grosse table. Le croupier a vu un geste très furtif, très rapide. Il a prévenu son chef de partie, on a regardé les vidéos, on vit dans une époque aujourd'hui moderne. Toutes les grosses parties sont enregistrées par un micro, observées par 1 ou 2 caméras. On regarde, c'est facile, on voit qu'il a vu. On est allé le voir, il a rendu l'argent, il a été interdit de jeu, de casino, etc. Et on ne l'a plus jamais revu par la suite. Alors ça, c'est un cas de vol tout à fait classique. La deuxième chose qu'on peut dire aussi, une autre anecdote, un après-midi, une partie un peu mouvementée où ça se taquine beaucoup, ça se chahute beaucoup. Il y a surtout 2 joueurs qui se détestent, on le sait depuis de longue date. L'un provoque l'autre en permanence, fait des blagues, etc. Il en rajoute, il en fait des caisses. Ok. L'autre joueur qui les prend comme ça, à un moment, il n'en peut plus. Il va prendre une pile de jetons de sang. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu des jetons de casino. Alors, il y a une couche de plastique dur, mais à l'intérieur, il y a du métal. Ça pèse lourd. Il le prend et il s'en sert comme des munitions. Il va le viser, il va lui le faire saigner une arcade sourcilière. Et là, alors,
Les règles sont un peu... c'est le chef de la salle, ce qu'on appelle le floor, qui va décider. Soit c'est un habitué, donc de toute façon, on va le faire sortir, celui qui a eu un geste un peu agressif, on va le faire sortir du casino, il reviendra dans une semaine. Soit on ramasse les jetons, on lui laisse de côté, soit on l'aime pas trop, et on aime bien la personne qui s'est fait blesser. Dans ce cas-là, on lui donne l'argent, parce que c'était une façon de donner un peu originale, mais c'était un don quand même. Et puis si on n'aime ni l'un ni l'autre, eh ben on garde les jetons de côté, et puis ça va tomber dans les pourboires des croupiers. Personnel merci, c'est la formule. Donc voilà pour les jetons. Et puis vous avez une troisième façon de tricher. Et là, ça devient très très intéressant et beaucoup plus complexe, puisque c'est avec les gens, avec les individus, les personnes qui sont tout autour. Le poker est très très permissif. Vous avez le droit de mentir, d'influencer, de provoquer votre adversaire, de bluffer, évidemment. Les seules choses que vous n'ayez pas trop le droit de faire, c'est de menacer. On n'est plus à l'époque d'Al Capone. Et puis, et d'insulter. On est entre gentlemen, normalement. Enfin bon. Alors, il y aura du vécu, mais je n'ai pas vécu toutes ces situations. Ça va tellement loin que quand vous avez, par exemple, un incendie qui se déclare dans le cercle, ça peut arriver, vous ne devez pas lâcher vos cartes. Et normalement, vous devez rester assis. Même si les flammes se rapprochent et que tout le monde se sauve, vous êtes là avec votre paquet de cartes. Si vous avez un hold-up, 2-3 personnes qui rentrent avec de très très belles cagoules, un fusil à pompe, à la main, et qui disent à tout le monde main en l'air, ben, le croupier il va faire la même chose, il va lever ses mains avec le paquet de cartes, tout pareil. Et un dernier exemple, si vous avez même quelqu'un qui va faire une crise cardiaque, une rupture d'anévrisme, qui s'effondre, vous ne lâcherez toujours pas votre paquet de cartes. Toujours pas, vous allez le garder. Et même si vous avez des compétences de premiers soins, au pire du pire, vous pourrez lui faire du bouche à bouche, mais votre paquet de cartes à la main. Et vous avez même une règle à Las Vegas, ça ne s'est pas encore produit en France, d'après ce que je sais. À Las Vegas, cette règle, c'est quand vous avez un joueur qui meurt pendant une partie de poker, alors qu'il avait des cartes en main, donc il était sur un coup, il est considéré à tapis. À tapis, on l'a vu, c'est-à-dire que, ah tiens, il est mort, on va pousser tous ces jetons dans la partie. Et là, vous avez deux possibilités. Soit il y avait des joueurs un peu gentleman, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ouh là là, il faut s'occuper, ils vont jeter leurs cartes, et puis le coup est fini, on va remettre les jetons à la personne qui vient de mourir. Bon, et ce sera pour ces enfants. Soit il y a des gens, des joueurs, ça arrive aussi, qui vont estimer qu'il y a un coup à jouer, un très beau tapis à prendre, ils vont considérer que c'est une opportunité. Et là, il y a un vrai dilemme qui va se produire. Parce que les joueurs qui vont se dire, il y a 40 000 $, oh là là, mais quelle tête il avait, Gilbert, avant de mourir? Pourquoi il pense à ça? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu un cadavre de près, mais la poker face d'un cadavre, on est sur du très très haut niveau. Hein. Là, c'est... voilà. Donc on va réfléchir, ouh là là, attends, qu'est-ce que c'était sa dernière mimique avant de clamser? Ouais, bon, ok. Donc ça, c'est les cartes. La deuxième chose, c'est les jetons. Alors les jetons, c'est beaucoup plus basique. Essayer de tricher avec les jetons, c'est du vol. Vous allez essayer de voler soit le casino, un croupier distrait, soit un joueur à droite à gauche. J'ai une anecdote à ce propos. On avait un habitué, un jeune notaire, quelqu'un de, a priori, très très intègre, hein, très à cheval sur les règles, et il surveillait absolument tous les mouvements de chacun. Alors il venait très régulièrement, il a commencé à perdre pas mal, puis beaucoup, puis énormément. Et puis au bout de 4 ans, un très mauvais après-midi, il avait perdu beaucoup d'argent. Il était sur des parties très très chères. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une stratégie qui peut se passer en nuit, peut se passer aussi sur plusieurs années. Au départ, vous perdez un peu, vous allez miser de plus en plus pour essayer de récupérer cet argent. C'est une sorte de fuite en avant. Mais bon, évidemment, c'est un cercle vicieux. Et donc cet après-midi-là, ça correspondait à la catastrophe de Fukushima. Dans les cercles de poker, il n'est pas rare que vous ayez des grands écrans de télé qui sont répartis un peu dans la salle. Et on avait un reportage assez effrayant sur BFM, je m'en souviens. D'ailleurs, Fukushima, j'ai appris aujourd'hui que c'était les 6 ans. C'est un très triste anniversaire. Enfin bon, bref, ça s'était passé ce jour-là. Et là, toutes les personnes, évidemment, ont eu les yeux rivés sur ces images de catastrophe. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a profité. Il a profité de la catastrophe de Fukushima. Ça l'a dépassé. Il a fallu qu'il triche.
il a eu un geste très très rapide, et il a saisi un jeton de 1000, parce qu'il jouait déjà sur une grosse table. Le croupier a vu un geste très furtif, très rapide, il a prévenu son chef de partie, on a regardé les vidéos, on vit dans une époque aujourd'hui moderne, toutes les grosses parties sont enregistrées par un micro, observées par une ou deux caméras, on regarde, c'est facile, on voit qu'il a vu, on est allé le voir, il a rendu l'argent, il a été interdit de jeu, de casino, etc. Et on ne l'a plus jamais revu par la suite. Alors ça, c'est un cas de vol tout à fait classique. La deuxième chose qu'on peut dire aussi, une autre anecdote, un après-midi, une partie un peu mouvementée où ça se taquine beaucoup, ça se chahute beaucoup. Il y a surtout deux joueurs qui se détestent, on le sait depuis de longues dates. L'un provoque l'autre en permanence, fait des blagues, etc. Il en rajoute, il en fait des caisses. Ok. L'autre joueur qui les prend comme ça, à un moment, il n'en peut plus. Il va prendre une pile de jetons de sang. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu des jetons de casino. Alors, il y a une couche de plastique dur, mais à l'intérieur, il y a du métal. Ça pèse lourd. Il le prend et il s'en sert comme des munitions. Il va le viser, il va lui le faire saigner une arcade sourcilière. Et là, alors, les règles sont un peu... c'est le chef de la salle, ce qu'on appelle le floor, qui va décider. Soit c'est un habitué, donc de toute façon, on va le faire sortir, celui qui a eu un geste un peu agressif, on va le faire sortir du casino, il reviendra dans une semaine. Soit on ramasse les jetons, on lui laisse de côté, soit on l'aime pas trop, et on aime bien la personne qui s'est fait blesser dans ce cas-là, on lui donne l'argent, parce que c'était une façon de donner un peu originale, mais c'était un don quand même. Et puis si on n'aime ni l'un ni l'autre, eh ben on garde les jetons de côté, et puis ça va tomber dans les pourboires des croupiers. Personnel merci, c'est la formule. Donc voilà pour les jetons. Et puis vous avez une troisième façon de tricher. Et là, ça devient très très intéressant et beaucoup plus complexe, puisque c'est avec les gens, avec les individus, les personnes qui sont tout autour. Le poker est très très permissif. Vous avez le droit de mentir, d'influencer, de provoquer votre adversaire, de bluffer, évidemment. Les seules choses que vous n'ayez pas trop le droit de faire, c'est de menacer. On n'est plus à l'époque d'Al Capone. Et puis, et d'insulter. On est entre gentlemen, normalement. Enfin bon, c'est pas toujours le cas. Et, excusez-moi. Tu bluffes, Marconi. Vous êtes, oui, entre bluffeurs. Et donc, vous avez des cas où c'est beaucoup plus compliqué de tricher, mais ça arrive quand même. Vous avez par exemple le cas de collusion. Le cas de collusion, c'est très compliqué à observer. C'est quand vous avez deux joueurs qui s'entendent. Ça se fait beaucoup plus en tournoi que ce qu'on appelle en cash game. Je ne vais peut-être pas trop rentrer dans les détails quand même. La collusion, c'est quand vous avez deux joueurs qui vont s'entendre pour en dégommer un troisième, pour lui prendre tous ses jetons. C'est interdit, mais c'est très très dur à prouver. Ce qui est l'autre possibilité de tricher avec les personnes, c'est directement de s'entendre avec le croupier. Alors, c'est une très mauvaise idée pour le croupier d'accepter quoi que ce soit. Je vous donne un exemple qui semble assez anodin. Dans les salles de poker, vous avez un bad beat un jackpot tout à fait particulier qui s'appelle le bad beat. Je pense que vous êtes peu nombreux à connaître. C'est-à-dire que c'est un jackpot qui s'accumule avec le temps et qui va tomber quand il y aura une configuration extrêmement rare qui va se produire, c'est-à-dire quand il y aura un carré d'as battu. On a une expression qui dit qu'il n'y a que deux choses qui battent au poker le carré d'as. Le premier, ça se fait plus tellement, c'est le Smith et Wesson. Le deuxième, c'est la quinte flush royale. Et à ce moment-là, toute la table de tous les joueurs vont se partager le bad beat, surtout celui qui perd et celui qui gagne, mais aussi tous les autres autour. Et donc, quand vous avez ce genre de jackpot, les joueurs peuvent très très bien venir vous voir, même directement pendant la partie, ou pendant que vous êtes en pause, ou même dehors quand ils vous voient. Écoute, est-ce que tu peux te faire 2-3 manipulations? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, personne ne peut manipuler les cartes à votre place. Même le meilleur des magiciens, il n'arrivera pas à faire un tour quand c'est avec les mains d'un autre. Et il y a des tentations très très fortes dans les casinos. Il faut refuser, évidemment. Et il faut refuser, pas parce que c'est de l'argent facile, si vous voulez. Enfin, c'est pas très moral. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans une table de poker, il n'est pas rare que vous ayez, en France, à Paris,
un yakuza à votre gauche. Alors on sait que c'est un yakuza, pourquoi? Parce qu'il a un gros tatouage de dragon qui sort de la chemise, et puis il lui manque 2 doigts, comme ça. Donc c'est pas très pratique avec les jetons, mais il joue quand même. Vous pourrez avoir un digne représentant d'une mafia, quelle qu'elle soit. Vous aurez tout d'un coup un chef d'entreprise. Alors lui, on le reconnaît pour 2 choses. Pourquoi? Parce que c'est le moins commode de la table. Vous pourrez rigoler toujours avec un presse-gâchette. Un presse-gâchette, pour ceux qui n'ont pas vu Scarface, c'est celui qui presse sur la gâchette, hein. Et vous en avez. Des gens dont le métier, c'est de tirer sur d'autres dans le jour, et puis de travailler un peu les cartes la nuit. Et donc, la personne qui est de mauvaise humeur, c'est celle qui perd beaucoup, 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 beaucoup d'argent au fur et à mesure. Et cette personne, elle reste, elle grogne, mais il y a ses jetons, elle voit son argent partir un peu partout. On va l'appeler une vache à lait. Enfin, on va l'appeler. Les autres joueurs vont l'appeler une vache à lait. Et cet exemple, nous les croupiers, on l'a un peu appris avec le temps. On s'est mis à donner des noms d'animaux à tous les joueurs. Alors, au sens propre, hein, au sens figuré aussi parfois, mais surtout au sens propre. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui perd, on va l'appeler un mouton ou un pigeon. Un pigeon. Il y a une phrase comme ça de Paul Newman qui est bien connue, qui dit « Quand tu t'assois à une table de poker et si tu ne vois pas le pigeon au bout d'une demi-heure, c'est que le pigeon, c'est toi. » C'est assez vrai. Et vous aurez aussi d'autres comportements un petit peu animaliers. Vous aurez par exemple des joueurs qui vont tâcher de jamais dépenser, qui vont essayer de venir que quand ils ont le jeu max, ils en sont sûrs, etc. On sent qu'il y a un petit peu d'avarice là-dedans, on les appelle les crabes. Vous aurez des personnes qui vont calculer en permanence, comme on les appelle les chouettes. Alors en fonction de l'âge, on les appelle les vieilles chouettes, c'est pas très respectueux, c'est comme ça. Et puis des gens d'expérience, les renards, et puis au sommet de la chaîne alimentaire, vous allez avoir le requin, et celui-là, il n'est pas du tout là pour rigoler, hein. Il est là pour gagner un maximum d'argent, et on ne se soucie pas s'il y a des dégâts. Alors, je vous raconte tout ça. Je voudrais terminer sur 2 points. Ce qu'il faut en tirer, c'est pas évidemment que le poker c'est dangereux, qu'il faut. Je ne vais pas vous conseiller d'aller à une table de poker, mais si vous le faites une fois, essayez plutôt que de pleurer sur l'argent perdu, parce que je pense qu'il y a plus de chances que vous perdez que vous gagnez, essayez d'en tirer une leçon de vie. Ça c'est le premier point, ça me paraît important. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le poker, c'est un jeu de pouvoir, un petit peu comme des choses qu'on pourrait vivre au quotidien de façon professionnelle ou personnelle. Et que ça vous serve à essayer de profiler les personnes avec qui vous travaillez, votre boss, vos clients, vos collègues, pourquoi pas vos amis, et que vous appreniez à en tirer profit. Alors j'ai dépassé mon temps de parole. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.